chers amis internautes, bonsoir. Ce soir, j'ai le grand plaisir d'accueillir François Dubois. François Dubois est essayiste, auteur d'un livre très dense qui s'intitule Alice au pays de Lucifer, aux éditions K Éditions. Bonsoir François. Bonsoir Jackie, et merci de me recevoir ce soir dans votre émission. C'est un plaisir. En 20 ans de carrière, François, vous avez exercé plusieurs fonctions. Vous êtes ancien gradé de la gendarmerie nationale, instructeur en gendarmerie, enquêteur également, essayiste, auteur, que de fonctions. Votre livre couvre des problématiques de notre société sous de nombreux aspects et vous en donnez une interprétation d'une manière très originale. Comment vous est venue l'idée de ce livre ? Alors, j'ai utilisé effectivement l'histoire d'Alice au pays des merveilles pour effectuer un parallèle entre notre société et cette histoire, et en passant par le biais des mécanismes de l'inversion des valeurs qui est utilisé par Lewis Carroll. Donc le livre en lui-même, il m'est venu, c'est difficile à dire parce que ça a été un peu une forme de déclic. Où je me suis dit, voilà, ça y est, j'ai compris le décryptage de l'histoire. Et à partir de là, je me suis mis à écrire et tous les parallèles sont venus d'eux-mêmes. Ce qui est important, c'est le travail qu'il y a d'effectuer autour de la logique qui est mise en œuvre par Lewis Carroll. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il enseignait quand même les mathématiques et la logique. Il est issu d'une famille religieuse. Il a enseigné dans un établissement qui était aussi religieux. Et ça a imprégné l'histoire. Et derrière, il y a toute une logique, il y a une dimension dans l'histoire d'Alice au pays des merveilles qui est eschatologique, c'est-à-dire qui parle de la fin des temps quelque part, et du parcours initiatique de l'homme dans la réalité et la violence du monde. Sauf que en bon maître de la logique, il s'est amusé à créer une forme de jeu dans lequel on ne s'aperçoit pas de tout ça. Et tout ce qu'on retient, nous, en spectateurs, quand on regarde Alice au pays des merveilles, on s'arrête à la première grille de lecture, qui est une histoire un peu faux-folle et dénuée de sens. Alors qu'en réalité, c'est tout l'inverse. Et c'est le monde des merveilles qui, a priori, paraît fou, qui est la transcription symbolique de notre monde. Alors, et donc, mon personnage va intégrer ce monde malgré elle, puisqu'elle va se retrouver catapultée là-dedans sans comprendre pourquoi. Et à chaque fois qu'elle va rencontrer oui, pardon. À chaque fois qu'elle va rencontrer les protagonistes de l'histoire, elle va leur expliquer ce qu'ils représentent, quel est leur rôle et faire les parallèles avec la société dans laquelle on vit, justement. Voilà, c'est ça qui est très intéressant parce que Alice d'aujourd'hui, Alice qui a 25 ans, qui est quand même initiée, qui a lu Alice au pays des merveilles, elle se retrouve à parcourir ce chemin, à retraverser toutes les histoires et toutes les paraboles d'Alice au pays des merveilles et de les interpréter et de les expliquer, de leur donner une explication. Alors, c'est vraiment très original et c'est très, très intéressant. Et est-ce que on peut dire par là que vous êtes un objecteur de conscience ? C'est le but du livre. Le livre, justement, c'est d'aller plus loin qu'un simple état des lieux sur la société. Le but du livre, parce que ça, au départ, j'étais parti pour écrire je voulais écrire parce que j'avais beaucoup de choses sur le cœur. C'est mon parcours qui m'a fait écrire, en fait. C'est le fait de me retrouver catapulté parce que j'ai un parcours un peu atypique, là. Je passe rapidement là-dessus, mais j'ai démarré en début de carrière à la garde républicaine et je me suis retrouvé assez rapidement à évoluer au sein des cabinets au sein du cabinet du Premier ministre. Donc à partir de là, pardon ? Sous les ordres de la République. Oui, tout à fait. À cette époque-là, c'était le cas, et surtout dans le faste de la République, et complètement déconnecté des réalités de ce monde. Et par chance, quelque part, en cours de carrière, j'ai fait ce qu'on appelle un changement de subdivision d'armes, et je me suis retrouvé en gendarmerie départementale dans un coin relativement précaire.
Et là, j'ai été confronté à la violence, ce qu'on peut appeler une forme de choc du réel, hein, la violence du monde, et notamment du monde rural et périurbain, donc un peu loin des grandes villes. La véritable précarité, la véritable violence. Et ça a été le déclic. Alors au début, je l'ai très mal vécu, et après, je l'ai pris comme, au contraire, comme quelque chose qui m'a renforcé, parce que c'est à partir de là où j'ai voulu comprendre pourquoi on en était arrivé là. Puis après, il y a eu succession d'épisodes, y compris le Covid, où là, ça a été la dernière goutte finalement qui a fait déborder le vase. Mais il fallait que je couche tout ça par écrit pour comprendre les mécanismes qui plongeaient justement le monde dans un tel chaos apparent en tout cas. À qui s'adresse ce livre? Bah, à tout le monde, parce que justement, c'est une pilule rouge quelque part. Si je reprends Oui. l'image du film Matrix, Oui. euh, parce que je l'ai conçu comme ça justement. Comme je disais, je voulais pas faire un état des lieux, je voulais faire un livre qui explique les mécanismes qui plongent les gens dans l'illusion, et en quoi justement notre vie finalement n'est qu'une illusion, et que la plupart du temps on est tributaire de narration en fait, et qu'on on se construit, on construit toute notre vie autour de ça. Donc l'idée c'était de faire une espèce de démonstration des mécanismes, et la démonstration commence par la structure de l'histoire en elle-même. La façon dont je l'ai construite, elle, elle montre comment un personnage peut être plongé dans l'illusion. Donc il y a une mise en abîme de toute façon, hein, puisque en dehors de l'histoire d'Alice et de son simple décryptage, le personnage, lui, va chercher à se sortir de cette situation. Donc il y a une histoire dans l'histoire, et il va se sortir de cette situation en comprenant finalement le fond de ce qui anime ce chaos. Et comprendre ça, c'est un peu comprendre notre société à l'heure actuelle. Ce fond-là, en fait, il est luciférien. C'est ce qui crée cette fameuse inversion des valeurs qu'on a la sensation de vivre au quotidien. Et ça, elle va le comprendre dans le livre. Et c'est ça qui va, c'est cette compréhension, c'est de cette compréhension qu'elle va se renforcer, et qu'elle réussira justement à s'émanciper et à partir. Chose que j'entends, enfin, c'est le message que j'entends faire passer au lecteur, justement. C'est le Oui. but de ce livre. Et Ce livre, c'est quand il le lit après, ben, ça lui change son point de vue, ça change le prisme à travers lequel il voit les choses. Un changement de paradigme, en fait. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a plusieurs grilles de lecture dans cet ouvrage, et que selon le degré d'évolution de chacun, il aura sa réponse certainement à la question qui peut se poser. Et vous utilisez beaucoup les paraboles pour ça, et les symboles. Et c'est vrai que, enfin, c'est ce que je pense et que j'ai vécu, c'est que c'est pas facile, mais c'est plus aisé de faire comprendre quelque chose par le biais de symboles plutôt que par des grandes phrases compliquées. Alors, chacun peut être touché par un symbole de façon différente, plusieurs symboles pouvant être utilisés pour dire la même chose. Et c'est un langage universel, à mon sens. Bah, depuis la nuit des temps, le symbole Oui. est utilisé justement pour participer à la compréhension profonde, à la connaissance profonde des choses. Euh, si on s'intéresse un peu, que ce soit par les religions, par les ésotérismes, si on parle de la gnose, de toutes ces choses-là, elles utilisent toutes les symboles, parce qu'un symbole peut vouloir dire mille mots. Et un symbole a cette capacité justement de catalyser plusieurs pensées parfois. Donc le symbole peut être interprété à certains stades d'une façon, et puis à d'autres stades d'une autre façon. Et Absolument. c'est pour ça que c'est finalement le symbole est une forme de. Je pense que si le symbole a autant de succès dans l'histoire et dans le monde des initiés, c'est justement parce que quelque part il est encore plus complexe que le langage. Oui, et en même Et temps, les donc il gens n'est pas à la se portée de tous. Et le symbole nécessite d'être décrypté. oui,
Oui. Et les réponses qu'apporte Alice, donc Alice d'aujourd'hui, qui se promène dans cette histoire, l'Alice d'aujourd'hui, ces réponses sont une fusion des considérations théologiques, politiques, sociologiques. C'est très dense comme analyse. Oui. C'est je pense que c'est une des particularités de ma façon d'analyser les choses. Alors, je sais pas pour me jeter des fleurs ou quoi que ce soit, c'est un peu atypique comme façon de faire. Ça plaît ou ça déplaît, peu importe. Mais quand j'analyse une question, souvent, je l'analyse par le biais de différentes sciences humaines ou différentes sciences plutôt que de la voir qu'à travers une seule et unique grille de lecture. Pourquoi? Parce que je pense que justement, tout est en interaction dans le monde dans lequel on vit et que le monde dans lequel on vit est un ensemble de synergies quelque part. Et donc oui, je pense qu'on ne peut pas parler par exemple de politique et de géopolitique sans parler de théologie. On peut pas parler, je sais pas moi, de certaines politiques ou de métapolitiques sans parler de sociologie et d'ingénierie sociale. Voilà, il y a forcément des combinaisons à faire dans les analyses. Et voilà, je pense que c'est trop restrictif d'aborder un thème dans une discipline exclusivement comme ça. C'est pour ça d'ailleurs que le livre parle aussi bien de sociologie que d'ingénierie sociale que de philosophie. La partie philosophique aussi est très présente dans le livre. Et non seulement la philosophie, mais après il y a aussi l'aspect théologique qui peut aussi en émaner des fois, notamment vers la fin du livre. Là, oui, je pense à la de la reine. Toutes les situations que rencontre le personnage et peut nous amener à poser la question, mais qu'est-ce qui m'arrive et pourquoi suis-je là? C'est une question existentielle finalement que tout un chacun devrait se poser. Oui, c'est ça. C'est ça. Et là, je veux pas dévoiler le livre. Non. Mais effectivement, c'est une question fondamentale à laquelle le personnage va obtenir une réponse. Et nous avec elle. Si elle est là, c'est parce que quelque part aussi, elle a été choisie. Elle a été choisie pour ce qu'elle incarne et potentiellement pour la façon dont elle peut être corrompue. Voilà. C'est ça, c'est aussi pour ça. Mais ça, je peux pas tout dévoiler. Non, faut le lire. Mais elle est pas choisie pour rien, justement. Je pense que en tout cas, c'est un personnage qui défend des valeurs. Donc des valeurs qui sont ancrées justement dans la spiritualité et d'un point de vue plus pragmatique et sociétal dans la défense des droits fondamentaux, des droits naturels. Et c'est bien pour ça qu'elle est mise à l'épreuve. C'est bien pour ça qu'elle est mise à l'épreuve. Et c'est comme tous ces gens, en fait, qui se reconnaîtront dans ce personnage, qui sont mis à l'épreuve par la société à l'heure actuelle. Quand je parle d'inversion des valeurs, on est tous les jours mis à l'épreuve par l'inversion des valeurs dans cette société. Le ton est donné déjà dès la couverture du livre, puisque la couverture nous fait penser et vous le dites vous-même, à la couverture de ce numéro c'était The Economist de 2019, qui, bien avant que la crise du Covid là soit déclarée, comportait déjà tous les symboles que l'on a rencontrés avec les chevaliers, les 4 cavaliers de l'Apocalypse, l'artémisien, la statue de la liberté, etc. Et j'adore cette couverture qui représente Alice, mais déjà vous pouvez peut-être la commenter sûrement mieux que moi. Alors la couverture, c'était un souhait. Enfin, c'est vraiment. J'ai pas là-dessus, je n'ai pas eu à réfléchir parce que c'est moi qui l'ai dessiné. Comme les illustrations que l'on trouve dans le livre. Comme les illustrations, parce que j'ai voulu. Ça, c'est un petit clin d'œil à l'œuvre originale qui est illustrée. Donc j'ai voulu aussi faire des illustrations qui représentent un petit peu
au début de chaque chapitre une symbolique justement qui est abordée dans le chapitre en question. Donc il y a toujours un petit dessin au début du chapitre qui est accompagné d'un petit commentaire d'introduction, de présentation. Et donc là, pour en revenir à cette couverture, effectivement, j'y tenais particulièrement parce que mon livre montre le volet spectaculaire de la société. Donc, il fait part de la société du spectacle telle qu'elle a été présentée par Guy Debord. Donc, il s'appuie beaucoup sur la philosophie situationniste, sur l'illusion spectaculaire. Et quelque part, cette couverture nous montre que il y a des narrations qui sont mises en place. Et on le voit à travers les couvertures dites prophétiques de The Economist à chaque fois. On a les signes, les grandes tendances, mais qui sont dévoilées sous forme de messages codés, de messages secrets, etc. Alors justement, si c'est fait ainsi, bah, c'est pour dire, ben voilà, on montre quelque chose, il y a ce qu'on montre au grand public, et puis derrière, il y a une deuxième grille de lecture qui est réservée aux initiés qui parviennent à décoder nos pochettes. Donc c'est un petit jeu, c'est ludique, mais c'est très symptomatique de la société dans laquelle on vit. Effectivement, dans cette… oui. Que nous, on s'en aperçoit après. Oui, après, oui. Oui. Après mais c'est vrai, parce que c'est difficile, parce qu'on n'a pas on n'est pas à l'initiative. Quand on n'est pas à l'initiative, c'est compliqué de se projeter et de dire, voilà, ça va se passer comme ça. Mais effectivement, sur cette pochette, on avait un homme de Vitru. Ça, c'est la pochette originale de The Economist, qui tient dans une main un téléphone avec un QR code, qui a un symbole d'ADN sur le bras, qui porte un masque de réalité virtuelle. On a effectivement une peintre de la Renaissance qui s'appelle Artemisia. On a le pangolin. On a les 4 cavaliers de l'Apocalypse, donc qui annoncent les guerres, les maladies, etc. Alors celui qui représente le monde occidental est masqué. Il porte déjà un masque chirurgical quand on regarde la pochette. Ouais. Enfin bref, il y a plein de symboles comme ça. Et puis il y a cette écriture à l'envers qui était si chère à Léonard de Vinci, dans laquelle sont écrits des mots. Et donc pour regarder, et ça c'est intéressant du point de vue de la symbolique, pour regarder et lire ce qui est écrit, il faut le regarder dans un miroir. Ouais. Et le miroir, c'est tout un symbole aussi. Ça, c'est ce que j'explique dans le livre. Par ailleurs, c'est pas pour rien si la suite d'Alice au Pays des Merveilles s'appelle De l'autre côté du miroir. Vous insistez beaucoup sur l'image du miroir et la société du spectacle, selon Guy Debord. Oui. Le miroir ressemble à la réalité, mais en fait, tout est inversé. Ben, le miroir, c'est la réalité telle qu'on nous l'a fait percevoir. C'est-à-dire que moi, quand je regarde dans un miroir, j'ai l'impression de voir ma réalité, tout simplement. Or, ce n'est pas ma réalité, c'est ma réalité à l'envers dans un miroir. Donc, c'est pas la même chose déjà. Et puis, en dehors de ça, il y a une autre symbolique. Si on prend, par exemple, l'allégorie dans Blanche-Neige, l'utilisation du miroir par la reine, il y a une notion de subjectivisme et d'objectivisme derrière l'utilisation du miroir. Alors, j'explique. Quand la reine pose sa question devant le miroir et demande qui est la plus belle, elle pose une question complètement subjective, puisque qui doit normalement amener une réponse subjective. Et elle demande ça au miroir en attendant sa réponse comme une réponse objective et universelle, à caractère, en fait, définitif. Oui. Ce qui est impossible. Et pourtant, c'est notre réalité de tous les jours. Si on considère la télévision, par exemple, comme le reflet de notre propre réalité quand on la regarde, si on prend ce qui est raconté comme le reflet du réel, donc si on prend ce qu'elle raconte pour réalité, on se trompe. On a une attente subjective et en fait, on reçoit cette réponse et qu'on analyse comme objective, exactement comme la reine. Sauf que c'est pas le cas, elle sera forcément subjective. Donc, l'allégorie du miroir, c'est pour dire que le miroir, de toute façon, ment quelque part et que c'est un artifice. Et ce qu'il faut regarder, c'est derrière le miroir. Qui place un miroir pour déformer la réalité? Voilà. Donc, le miroir, oui, c'est intéressant comme image.
Il y a dans un rite initiatique une épreuve du miroir où on demande à la personne qui est son ennemi. Elle ne voit pas, on lui demande de se retourner et en se retournant, elle voit son propre visage dans un miroir. Oui, oui, bah, c'est pas surprenant. Et quelque part, de toute façon, et là c'est drôle parce que ça me renvoie à une autre notion qui est celle de la prééminence du narcissisme aussi dans notre société. Et ça aussi, ça renvoie un petit peu au mythe de Narcisse. Mais quelque part, ce narcissisme, il est aussi symptomatique bah, du mal-être de la société. Le miroir aussi, quelque part, renvoie au narcissisme. Parce que souvent, on va se chercher dans le miroir, on va s'auto-complimenter, voilà, ou aller regarder dans le miroir pour, Voilà. voilà, en tout cas, on va utiliser le miroir comme ça, de cette façon-là, pour se regarder. Et il y a quelque chose effectivement d'assez égocentré dans l'utilisation du miroir. Et c'est cet égocentrisme, c'est ce qu'on retrouve dans notre société, y compris dans l'utilisation parfois abusive des réseaux sociaux. Si on prend des réseaux comme Instagram, TikTok, tout ça, avec ou des réseaux qui finalement sont plus orientés sur l'apparence, sur le paraître, sur des temps courts, par exemple, où il n'y a pas vraiment de place à la réflexion. Là, on est vraiment dans l'image, donc à la fois dans le paraître et dans la quête d'admiration. Par la quête d'admiration ou parfois la quête compassionnelle, ça dépend, c'est selon. Si j'ai des vrais problèmes, en général, je n'en parle pas sur les réseaux sociaux. Si j'ai vraiment quelque chose qui me pèse sur la conscience, je vais pas en parler. Par contre, si j'ai un besoin compassionnel, là, j'irai le chercher. Mais ça, c'est très narcissique quelque part. C'est autre chose, c'est une autre approche. Et, euh, et ce narcissisme qu'on retrouve là-dedans, dans ces médias, c'est quelque part la transformation de la société telle que l'envisage Debord, puisque euh, il explique aussi que l'être disparaît pour un homme qui recherche l'avoir et qui ne finit par se définir plus que par le paraître. Et ça, c'est un des fondements du spectacle. C'est-à-dire qu'on est dans la représentativité et dans le paraître. Mais on est déconnecté de ce qu'on est réellement, c'est-à-dire de ce qu'on est par essence et justement de la transcendance et de la spiritualité. Et c'est ce matérialisme-là qu'on retrouve dans nos sociétés quelque part, qui contribue justement à développer ce narcissisme et à développer justement le côté où on va chercher uniquement à apparaître par rapport à l'image et à l'image qu'on renvoie. Et donc aussi, par la même occasion, j'en profite pour le dire, se cantonner à la sphère émotionnelle. Ça aussi, c'est important. Parce que souvent, c'est en lien. Cette absence de profondeur, elle est en lien aussi avec la façon qu'on a de penser et de réfléchir. Et là, on a non seulement une société qui se transforme pour nous faire paraître, mais aussi qui comprime le temps et qui nous empêche la réflexion. Et qui fait en sorte justement que quand la réflexion disparaisse, ce soit l'émotion qui s'y substitue. Est-ce que vous pouvez me dire, François, pourquoi on n'en a pas parlé, puis ça me revient maintenant, en lisant ce livre que j'ai vraiment, vraiment apprécié, j'avais en filigrane la flûte enchantée. Ah oui? Oui. De Mozart? Oui, oui, l'opéra. L'opéra, oui, d'accord. Avec Papagayo, etc. Ouais. Oui, pourquoi pas? Bah, en fait, c'est pas Je trop sais ce que vous n'y avez pas que. pensé. Non, j'y avais pas pensé. Non. Mais pourquoi pas? J'étais vraiment surprise. Ouais. Mais voilà, ça m'a accompagnée pendant la lecture. C'était le monde magique et puis qui finalement n'était pas celui qu'on connaît. Et puis toute cette histoire tout ce cheminement d'initiation que l'on retrouve. Je pense que c'est Oui, c'est ça. ça.
C'est ça. Alors, il faut savoir déjà que l'histoire d'Alice au départ, hein, quand l'histoire d'Alice de Lewis Carroll, elle parle aussi de l'initiation d'une jeune fille, quelque part, qui quitte le monde édulcoré de l'enfance pour basculer dans le monde adulte. Parce que c'est aussi ça, le monde des merveilles. Contrairement à ce qu'on imagine quand on le regarde au premier degré, le monde des merveilles, on se dit bah c'est un monde d'enfants parce que c'est un monde foufou et qui n'a pas de sens. C'est complètement faux. C'est un monde chaotique, ultra violent en réalité, et elle va se confronter à cette violence. Ce qu'elle dit là, c'est raconté par Lewis Carroll sous forme de conte, ça passe. Mais imaginez-vous que vous viviez une telle expérience en réalité, ce serait ultra violent et ce serait ultra traumatisant. Et la réalité, c'est ça, on quitte un jardin d'Éden au départ dans l'histoire d'Alice parce que le monde d'Alice du départ, c'est un jardin calme dans lequel elle lit son livre tranquille avec sa sœur, etc. Tout est posé, tout est tranquille, c'est un petit paradis. Et elle va basculer dans un monde complètement fou, sans queue ni tête, qui est en réalité notre monde. Et quand je dis qu'il y a une dimension eschatologique, c'est parce que quelque part, on a l'impression d'être un peu dans le triptyque de Jérôme Bosch, hein, dans le tableau Le Jardin des Délices, où on démarre l'histoire dans un jardin d'Éden pour finir dans un chaos absolu. Parce qu'elle termine dans un chaos absolu, l'histoire d'Alice. À la fin, jusqu'à ce qu'elle se réveille. Donc jusqu'à la résurrection. Mais sinon, c'est un déroulé complètement eschatologique. Oui. La dimension théologique est assez complexe dans l'ouvrage. On est en plein dedans. Oui. Elle est complexe et de par la dimension eschatologique, il y a une approche et une analyse qui passe forcément par un moment le parallèle avec l'Apocalypse de Saint Jean. Et on peut en faire le parallèle avec la situation que l'on connaît aujourd'hui dans l'opposition Occident-Russie, la bataille idéologique qui nous oppose. Oui, alors là, on est pour le coup, alors là, on bascule dans la géopolitique, mais effectivement, derrière, il y a une guerre idéologique, il y a deux modèles idéologiques qui se confrontent, effectivement. Alors non seulement d'un point de vue géopolitique, il y a deux modèles qui se confrontent, parce que on a d'un côté un bloc finalement qui est mondialiste, universaliste, qui s'oppose à un bloc qui envisage une mondialisation par la multipolarité. Et ça, c'est deux choses complètement différentes. On peut pas dire que les Russes soient exclusivement nationalistes. Je pense qu'ils envisagent aussi une mondialisation raisonnée. Mais par contre, ils sont pour le pluriculturalisme et pour la multipolarité des échanges. Alors qu'à terme, les Occidentaux, eux, visent plutôt une dimension complètement mondialisée et quelque part lissée, enfin, une forme d'universalisation de nos sociétés, avec peut-être à terme une gouvernance mondiale. Donc de ce point de vue-là, effectivement, du point de vue purement géopolitique, on a déjà un clivage qui est phénoménal. Et ensuite, vient s'ajouter à ça toutes les idéologies qui viennent supporter cette donne géopolitique. Parce que pour obtenir le lissage universaliste tel que voulu par les progressistes occidentaux, il faut toute une idéologie à laquelle n'adhèrent pas les Russes. Ça, c'est une évidence. Ouais. Et dans ce monde, dans cet univers et ce mondialisme, la société qu'on cherche à bâtir est tout à fait antichristique. Oui, bien sûr, bien sûr. De toute façon, la révolution, après la révolution. C'est ça. C'est-à-dire que on a un schéma qui s'inscrit, voilà, on a ce qu'on appelle l'ancien régime, Oui. la Renaissance, la Réforme, la Révolution, etc. Bon, la Révolution, on va dire que c'est une bascule
qui permet d'éradiquer définitivement l'ancien régime et les valeurs qu'il prônait, pour basculer vers un monde, quelque part, vers une forme de libéralisme libertaire, hein, parce que la révolution, enfin, là je suis obligé de faire court, mais on peut dire que quand même, elle contribue à effacer les freins qui sont imposés par l'Église catholique, et notamment en matière commerciale et économique. Il n'y a qu'à voir en 1793 la loi Le Chapelier qui interdit les corporations ouvrières, justement, donc les ancêtres des syndicats, quoi. Et peu de temps après la Révolution, on se retrouve en pleine ère industrielle. Donc c'est pas pour rien. Je veux dire, le capitalisme de Zola, finalement, en termes de chronologie, c'est pas si vieux après la Révolution quand on regarde. Et est-ce que les révolutionnaires, est-ce que la base du peuple souhaitait que les ouvriers soient exploités comme ceci? J'en suis pas sûr. Et pourtant, c'est ce à quoi ça a fini par nous conduire. Il y a en plus derrière ce changement sociétal, je pense, toute une entreprise de falsification du passé. Il y a beaucoup de choses qui sont déformées. On a volontairement justement cassé l'image de la féodalité et du Moyen Âge pour reconstruire quelque chose de complètement nouveau, mais qui effaçait toutes les bases religieuses et spirituelles. Et pourtant, on attend la bête de l'événement. Oui, voilà, mais c'est pas surprenant. Si on prend, par exemple, il y a des, quand on enseigne l'histoire de l'art, je lis ça dans un bouquin là, actuellement, on fait passer on fait passer certains messages aux élèves. On leur fait d'un côté, donc on accorde une importance à l'art primitif italien, par exemple, pour dire voilà, c'est l'art de la Renaissance, etc. Qu'on va dissocier de l'art gothique, et pourtant les deux étaient contemporains. L'art gothique, on le réserve au Moyen Âge, alors que l'art primitif italien, on va dire que c'est le début de la Renaissance. Alors que les deux sont concomitants, mais pourquoi? C'est ça qui est intéressant. Derrière l'art gothique, il y a en fait le modèle culturel religieux catholique français. C'était l'opus Francigenum, donc ce qu'on peut traduire par le travail français. C'était comme ça qu'était nommé l'art gothique à l'époque. Le thème gothique a été repris au XVIe siècle par les Italiens, Gothica, pour amalgamer ça aux Goths, aux barbares. Et ça, justement, ce sont les références catholiques qui sont souillées par une Renaissance qui, elle, met en avant justement l'art grec. Donc, on reprend les fondamentaux de l'art grec pour la Renaissance, et on va utiliser cette instrumentalisation de l'art, justement, pour promouvoir la République. Parce que derrière la notion de la Grèce, de l'art grec, il y a chez les Italiens une volonté aussi de retourner à l'Antiquité, donc une référence à la Rome et à la République. Et oui, là, par exemple, on a des exemples comme ça d'instrumentalisation et d'orientation de l'histoire qui sont flagrants. Oui, c'est qu'à partir de la Renaissance a amené des réformes qui, en fait, ont conduit à la Révolution. Alors, ce sont des évolutions, oui, ce sont des évolutions profondes, mais dans la façon de penser, notamment. Oui. Alors, ça va de certains philosophes, quand on passe si on parle de Pic de la Mirandole, des influences de Flavius Mithridate, de la création d'une cabale chrétienne, etc. Toutes ces influences qui jouent en fait sur les états profonds, qui vont changer un petit peu les mœurs,
le poids du sabbatéisme, puis du franquisme, etc. La notion de la rédemption par le péché qui apparaît avec ces courants philosophiques, concomitamment à ces courants philosophiques, qui font qu'on a toute une évolution qui tend finalement à déculpabiliser l'homme et donc à le libérer quelque part de la chaîne des valeurs, en quelque sorte. Oui, On voit ça avec l'essor du protestantisme d'ailleurs. Et la Révolution, derrière la Révolution française, il y a une énorme influence à la fois maçonne et protestante, et qui vont contribuer justement à changer complètement de paradigme. Si on prend, il y avait un projet de carte de France qui était dessiné, alors j'ai plus le nom du géographe en question, on voulait transformer la France en échiquier, d'accord? Mais derrière ça, il y a une logique très maçonnique, très égalitariste, mais il y a cette notion de tabula rasa. Donc là aussi, on repart de zéro et on est sur un lissage universaliste, quoi, en détruisant les régions. Mais si on regarde bien, c'est un petit peu ce qui a été fait aussi en France, hein, là récemment. oui. Il y a Pierre Hillard qui a fait un bon travail là-dessus, d'ailleurs, dans son Atlas du mondialisme, où il montre un peu les processus administratifs européens qui ont été créés pour les régions et comment on a créé des régions, enfin des accords transfrontaliers entre les régions pour essayer de les dissoudre petit à petit par le biais des échanges économiques et tout ça, et comment en fait on essaye de construire une identité européenne grâce à ça. Voilà. Donc tout ça, c'est un mélange de politique, de spiritualité, de rapport à l'économie, etc., etc. Oui, puis à un moment donné, je pensais, je vous avais entendu dire, est apparue la notion de, on dit qu'on fait le bien, même si on utilise le mal pour arriver à nos fins. Enfin, toutes les valeurs sont inversées et tout est permis et n'importe quoi. Et vous dites aussi qu'à l'avenir, nous demeurons, si nous demeurons illusionnés, nous accepterons l'inacceptable sans même en avoir conscience. Et ça, c'est tout à fait ce que nous avait annoncé Orwell. Hein. Ouais, Et c'est ça. ce que nous devons faire, c'est montrer de discernement, sinon on sera piégé par le système. Oui, je reste persuadé que, alors, moi pour l'instant, je fais pas de politique de terrain. Hein. Ça, c'est, j'aimerais en faire, mais pour l'instant, je peux pas me le permettre. Alors déjà, c'est parce que ça fait pas forcément longtemps que je commence à exprimer mes idées, à être là, à me montrer et tout ça. Ensuite, bah, forcément, il faut le temps aussi de se constituer des réseaux, travailler les contacts et tout. Et puis après, bah, je suis père de famille, j'ai 3 enfants, j'ai une famille à assumer, à nourrir et tout. Et tout ça, c'est un travail à temps plein en plus du travail que j'ai à côté. Et donc, des fois, j'aimerais bien être à côté des agriculteurs sur les barrages et tout ça. Et je comprends parfaitement ceux qui le font, mais je peux pas. Je peux pas assumer ma vie. Voilà, et faire ça. Par contre, j'essaye de consacrer le peu de temps qui me reste au quotidien pour faire un travail d'analyse par le biais des écrits, par le biais des articles, par le biais de certaines vidéos comme ça, pour essayer d'éveiller les gens, parce que je pense que les grands changements passeront par cet éveil. Alors, c'est un travail peut-être de plus longue haleine, mais je pense qu'on est en train de préparer le terrain comme il ne l'a jamais été préparé auparavant. Alors, les effets de cet éveil de conscience et de cette émancipation, ils se feront ressentir petit à petit et dans un certain temps. Alors, c'est vrai que les gens voudraient du résultat tout de suite, maintenant, parce qu'en plus, les choses pressent. Et quelque part, finalement, nos dirigeants qui sont assez accablés en ce moment parce que ce qu'ils voulaient faire ne se déroule pas comme prévu, sont en train d'accélérer. Et ils sont en train de passer la 2 et de passer la 3. Et donc, c'est inquiétant, c'est angoissant. On se dit, aïe, 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 voilà.
Mais je crois que ce travail de conscientisation va porter ses fruits. Historiquement, si on regarde, il n'y a aucun grand mouvement révolutionnaire qui n'a pas été piloté par des arcanes d'un pouvoir profond. Il n'y a aucune révolution qui est réellement spontanée. Euh, je pense que il n'est pas impossible qu'un jour ça change, parce que justement, je ne crois pas en la répétition bête et mécanique de l'histoire. Alors Marx, il disait souvent, voilà, l'histoire ne se répète pas, elle bégaye. C'est pas faux. Je pense réellement que il pourra y avoir de grands changements à l'avenir et que au niveau structurel, au niveau de la forme que ça va prendre, ce sera quelque chose d'inédit. Et justement parce qu'aujourd'hui, on a les technologies qui permettent cette conscientisation. Je suis sûr que à l'époque de la Révolution française, quelque part, la population avait moins de moyens d'être éveillée. Elle avait moins de moyens. Alors la technologie, c'est à double tranchant, hein. Ça peut à la fois vous asservir, tout comme ça peut contribuer justement à faire passer les messages et à diffuser. D'ailleurs, on le voit bien, parce que la contre-réaction des gouvernants, c'est de censurer maintenant. Voilà, on va de plus en plus censurer le net, on va censurer Twitter, on va censurer, enfin, je sais pas, il y a plein d'exemples comme ça, mais voilà. Donc, c'est la preuve que ils sentent qu'il y a un danger qui est en train d'émaner de là. Alors, la solution, je n'ai pas la solution miracle, hein, mais à un moment, je me demande, je me pose la question, je crois pas que ça passera par les voies, on va dire, légales et par le système. Ce sera pas le système qui produira le grand changement. Il est Mais trop ça reste, corrompu. Il est trop corrompu. oui, oui, il est corrompu et je pense que s'il y a d'honnêtes personnes, on leur, on, on ne leur donne pas les moyens en fait de pouvoir réussir d'un point de vue démocratique en se faisant élire. C'est pas possible. Alors, il y a quand même peut-être un petit espoir, parce que à l'aune des remarques que vous venez de faire, est-ce qu'on peut demander, poser la question, quelle serait l'interprétation d'Alice sur les dernières informations qui sont tombées ce matin? Par exemple, l'annonce du Figaro qui annonçait le démantèlement d'un réseau de pédocriminels qui avait fait plus de 120 victimes. C'est une bonne nouvelle. Ben, c'est une très bonne nouvelle. Alors moi j'ai été confronté à la pédocriminalité hein, en tant qu'enquêteur. Ça aussi c'est une réalité très dure à encaisser parce que c'est comme pour la plupart d'ailleurs des choses dont on parle. Il faut l'avoir vécu pour vraiment savoir à quel point ça peut être violent. C'est comme quand on parle d'ailleurs des victimes des effets secondaires du Covid. Hein. Oui. Moi, je sais que on en parle, on en parle. La dernière fois, j'ai été justement à un rassemblement où je les ai vus pour de vrai, et je peux vous dire que ça fait drôle de voir des gens aveugles ou des gens en fauteuil roulant enfin, face à soi, quoi. Mais pour la pédocriminalité, c'est la même problématique. Moi, j'ai eu affaire à des pédophiles dans le cadre de mes fonctions. Ça m'est déjà arrivé d'en avoir en garde à vue. Alors, c'était pas de la pédocriminalité de réseau. En revanche, quand vous perquisitionnez un ordinateur et que vous voyez les photos, donc la détention de fichiers pédoporno, euh, là, on se rend compte de la réalité. La réalité, c'est quoi? C'est que ben, quand on voit une petite de 7 ans qui est en studio avec éclairage et tout ça, qui est pris en photo dans des positions indécentes, etc., c'est que derrière, il y a toute une organisation et que cette gamine, elle est placée là et qu'il y a des moyens qui sont mis là-dedans. Et donc, c'est ça dont on se rend compte aussi, et c'est ça qui est vraiment choquant, quoi. Alors, ce sont des filières qui sont, qui plus est, assez dures à démanteler. Et ce qui est intéressant de savoir, et ce qui serait intéressant de savoir sur cet article, c'est quelle couche sociale, là, à quelle couche sociale appartiennent ces gens qui ont été arrêtés dans le cadre du réseau. Et ça, je ne sais pas si ça sera précisé parce que c'est très intéressant et la pédocriminalité, elle concerne tout type de personnes. C'est-à-dire que ça va du milieu très précaire, euh, le, le,
Ça va du gars qui est au fin fond de la campagne, qui est retraité, jusqu'aux hauts fonctionnaires parisiens, quoi. Ça peut concerner tout le monde. Dans ce cas précis de l'annonce du Figaro, ils disent que ils ont saisi 1 million de photos et de vidéos pédopornographiques. Et ils ont arrêté 6 hommes, âgés de 36 à 61 ans. Et ils ont certains ont été mis en examen pour viol sur mineurs de moins de 15 ans et recours à la prostitution de mineurs. Oui, c'est ce que j'ai lu. Alors en plus, de toute façon, là, pour aller jusqu'au bout de l'atrocité, enfin pour montrer à quel point ces gens sont dénués de quelque forme d'empathie que ce soit, ou enfin bon, ce sont des monstres, hein, tout simplement. Oui. Ils ont été jusqu'à faire du chantage auprès de certains jeunes qui étaient sur le point de se suicider parce qu'on allait diffuser des photos et des choses comme ça d'eux pour justement les violer, quoi. Donc on a des comportements comme ça qui sont juste monstrueux. Et d'ailleurs, ce côté monstrueux et maladif, on le retrouve quand on a un pédophile en audition. Moi, ça m'est arrivé, c'est très déstabilisant. Quand on est soi-même père et qu'on a quelqu'un qui a commis des horreurs envers un enfant, c'est très compliqué de garder son sang-froid et son professionnalisme. Et pourtant, il n'y a que comme ça qu'on y arrive. Et pour vous dire à quel point ces gens sont tordus, c'est que dans l'audition, si on veut obtenir des aveux, il faut réussir à faire en sorte de leur faire croire que ce qu'ils font finalement, c'est pas grave et qu'on cautionne presque ce qu'ils font. À partir de là, quand on y arrive, on est mis en confiance. Oui, c'est ce que nous a montré le film Sound of Freedom. Oui, oui, c'était ça. Pardon, c'est tout à fait ça avec ces gens-là. Donc ce sont des, ce sont des malades, quoi. Et c'est clair. Donc ceux qui comprennent, mais ça pose une double question d'ailleurs à laquelle on est confronté en France, parce que déjà il y a deux grosses problématiques qui sont soulevées en ce moment. C'est vis-à-vis de la notion de corruption de mineurs, parce qu'on y est de plus en plus confronté, notamment par ce qui se passe à l'école, avec les programmes sur la sexualité qui sont imposés aux enfants, où parfois on flirte de plus en plus avec la frontière de la corruption de mineurs. Et après, il y a une deuxième notion sous-jacente qui a derrière ça, c'est la notion du consentement en droit. Ah oui. Et là, on a deux thématiques là, qui sont vraiment au cœur de la problématique et sur lesquelles je pense qu'il faudrait légiférer pour renforcer la protection de l'enfant. Si on prend la corruption de mineurs, par exemple, en France, elle est très mal définie. Je trouve, enfin en tant que pénaliste, je trouve que cet article manque clairement de précision. Par ailleurs, il faut voir que la notion de corruption ne trouve de précision que dans un arrêt rendu par la Cour de cassation, qui vient expliquer qu'est-ce qu'il y a derrière la corruption. Parce que confronter un mineur à du sexe, l'exposer au sexe ou l'encourager à faire du sexe, d'accord? Ça peut, oui, mais ça va s'apparenter à la corruption. Sauf que montrer du sexe à un enfant, à partir de quand c'est de la corruption? Et ça, c'est pas défini par l'article. Si demain, on a un cours de biologie, on explique aux enfants comment faire des bébés, on leur montre du sexe, mais c'est pas pareil. Non. On leur montre quelque chose de scientifique. Ouais. Mais on va pas les inciter, par exemple, à avoir certaines pratiques sexuelles, des pratiques exotiques ou des pratiques qu'auraient des adultes dans des rapports sexuels. Là, on parle d'enfants qui parfois n'ont même pas atteint le stade de la puberté, donc qui ne connaissent rien au sexe. Bien sûr. Donc derrière la notion de corruption, il faut voir que la Cour de cassation avait dit il y a corruption en fait dès lors qu'il y a un caractère de perversité qui est démontré. Mais ça aussi, il faudrait l'éluder parce que c'est pas forcément facile à prouver aux yeux du droit. Et là, en ce moment, on est en train de flirter avec tout ça.
quand on va voir sur Eduscol, par exemple, Eduscol, c'est la plateforme qui contient les grandes orientations pédagogiques qui sont éditées par le gouvernement. Si on va voir un petit peu sur Eduscol tout ce qui est justement formation sur les rapports à la vie affective et à la sexualité et tout ça, on s'aperçoit qu'il n'y a pas forcément de choses qui sont… en tout cas, ça a été forcément rédigé avec des juristes, moi, de ce que j'ai lu, parce qu'il n'y a rien qui va à l'encontre de la loi. Et pourtant, quand on a certaines formations qui sont dispensées par certains adultes, on se retrouve avec des contenus qui sont complètement hors la loi. Et moi, je suis surpris de voir des contenus où on explique aux enfants que voilà, on peut se faire se sodomiser ou tout ça, ou des choses comme ça, à des enfants qui ont 10 ans, quoi. Mais Là, oui, c'est pas normal. Et là, on est dans la corruption et finalement l'incitation justement à faire des pratiques ou à montrer des pratiques sexuelles à des mineurs. Et là, par contre, il faudrait intervenir. Et là, c'est le scandale des dessins pornographiques qui ont été présentés par 2 écoles dans la Haute-Garonne. Mais ce qui est quand même invraisemblable, c'est que les parents étaient là. L'article de journal dit que les parents n'ont pas applaudi, n'ont pas bougé, bon, encore heureusement, mais personne ne s'est levé, personne n'a quitté la salle, personne n'a pris son enfant par la main pour partir en courant. Ça, c'est inquiétant. Oui, c'est très inquiétant. Alors déjà, là, pour le coup, on se retrouve avec… et bon, il y a des images à l'appui, parce que là aussi, sur ce type de dossier, quand on veut les traiter de façon sérieuse, il y a ce qu'on raconte et il y a ce qui s'est passé en vrai, les preuves qu'on peut ramener, justement, les éléments tangibles pour pouvoir au mieux qualifier les infractions qui ont été commises. Donc là, c'est compliqué parce que souvent, c'est des récits. On a très peu de captation d'image et tout ça. Quand vous avez une infirmière scolaire qui vient faire un cours là-dessus et que vos enfants, et moi je suis le premier concerné parce qu'on a eu le cas il y a pas très longtemps avec ma grande de 11 ans. Alors moi c'est simple, elle n'y a pas été au truc. Hein. Mais, et pourquoi elle n'y a pas été? Parce qu'ils n'ont pas voulu nous donner le contenu. Donc à partir du moment où il y a pas le contenu, en tant que parent, moi je dis stop, j'ai pas le contenu, et ben puisque c'est ça, elle n'y va pas. Encore, vous avez prévenu que ça devait avoir lieu, parce qu'il y a beaucoup de parents qui n'étaient même pas au courant que ces cours ou cette présentation devait être effectuée au sein de l'école. Oui, tout à fait. Mais alors, quand ça a lieu, ce genre de présentation, après, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste plus que les récits des enfants, parce qu'on n'a pas de vidéo, on n'a pas de photos, on n'a rien de tangible. Or là, pour cette histoire, justement, on a des photos, puisque c'était un spectacle. Et là, on voit effectivement des enfants qui se produisent en spectacle, qui ont l'air de danser sur les photos et tout. Et en arrière-plan, on voit des dessins qui représentent quelque chose qui ressemble à une partouze ou je sais pas quoi, puisqu'on a plusieurs personnes dans des positions très évocatrices, qui sont dénudées, des femmes qui sont seins nus, qui se font caresser les seins et tout ça sur les dessins. Et ça, on le voit bien. Donc à partir de là, moi, à mon sens, là, il y a une mise en danger des enfants. Enfin, il y a une mise en danger du mineur et il y a une nécessité de protection du mineur. Là, pour moi, il y a quelque chose qui doit être traité sur le plan pénal. Voilà, c'est mon point de vue, mais je pense que c'est le cas. En tout cas, il me semble qu'il y a une infraction et elle me paraît caractérisée. Et là, ça doit être traité. Alors, la réaction des parents, elle est à la fois surprenante et non surprenante. Parce que là, on a un phénomène de dynamique de groupe, ou plutôt de non-pensée de groupe, si on voulait requalifier ça comme ça, et qui joue en fait sur les leviers conformistes des individus. C'est-à-dire que personne n'osera faire le premier pas et tout le monde se conforme finalement au groupe. Alors, il y a des parents qui pensent que… Et ça, on le voit, hein, moi je vois parce que ça, je sais qu'avec mon épouse, on est très réactif là-dessus et on a l'impression d'être un peu seul quand on réagit sur ce genre de problème, notamment vis-à-vis de l'école. Donc, on doit passer pour les emmerdeurs de service, entre guillemets. Mais pour autant, on s'aperçoit qu'après, on est rejoint par beaucoup de parents
mais des Oui. parents qui ont baissé les bras face au système et qui osent pas, en fait, par peur de se retrouver tout seul à s'insurger, qui osent pas aller au-devant des choses. François, je vais vous interrompre parce qu'il y a un sujet que j'aimerais aborder. On n'a plus que quelques minutes, donc ça va être très très court. Je voulais aborder la question de la souveraineté des peuples, la question de l'Europe ou sur l'Union européenne. Vous m'avez fait remarquer, parce que moi je croyais, j'avais lu l'article disant que l'Union européenne était déclarée et j'ai cru que c'était déclaré. En fait, j'avais pas fait attention qu'il ne s'agit pas d'un État européen, mais plutôt d'un renforcement du pouvoir législatif et d'une représentation populaire au sein du gouvernement. Alors, nous, nous devons nous poser la question de la souveraineté qui est l'émanation de la volonté des peuples. Il nous reste 3-4 minutes, François, pour en parler. Oui, alors pour faire courte, hein, cet article d'ailleurs, il a été relié sur le site Profession Gendarme par mon camarade Oui, Ronald. oui, oui. Alors, C'est pour ça que je voulais. j'ai pas eu le temps de. Quand on parle, on est, on est très Ouais, bousculé là. j'ai pas eu le temps en tant que vice-président du site de lui en parler parce que j'ai pas trop de, enfin j'ai pas toujours le temps d'être H24 sur le site pour regarder. Mais la régie Effectivement, en fait, peut peut-être nous mettre cet article, la photo. il extrapole quand il parle de création d'un État européen. Euh, c'est euh, c'est un peu exagéré. Alors quand je dis il extrapole, c'est parce que on est sur effectivement de nouvelles mesures qui ont été décidées au niveau du Parlement européen, et notamment pour donner l'initiative législative aux parlementaires au sein de l'Europe et pour démocratiser justement l'intervention citoyenne au sein du Parlement européen. Donc, finalement, c'est une forme d'ouverture pour porter la voix du peuple au Parlement européen qui jusqu'à présent fonctionne plutôt comme une technostructure qui décide de choses qui sont votées après par la suite. Il y a possibilité justement pour les groupes parlementaires d'être à l'initiative. Là où ça pose problème, effectivement, c'est qu'on est sur finalement une espèce de transfert de souveraineté, puisque finalement la loi, le principe de la loi, c'est d'émaner du peuple pour le peuple, d'être reconnu par le peuple, par le biais justement des assemblées qui le représentent. Donc ça, c'est un concept qu'on a en France et qui traduit justement la souveraineté populaire. Euh, Si on déplace ça à l'Europe, on donne finalement à l'Europe la possibilité de s'exprimer par le biais d'un Parlement européen, de s'exprimer directement, d'exprimer directement la volonté des différentes populations européennes. Là, on va se rattacher un petit peu plus à la définition de ce qu'est un État. Puisqu'un État, c'est justement un ensemble de populations qui sont unies et qui disposent du même statut juridique et politique reconnu à l'international. Donc là, finalement, on est sur la marche supplémentaire vers euh, un transfert de souveraineté. Alors, la souveraineté, quelque part, on l'a déjà perdue avec l'Europe parce qu'on n'a pas un pouvoir décisionnel. On applique la politique, les grandes orientations européennes. On met même Mais à sa disposition notre arme nucléaire. Alors, oui, voilà, par exemple. Mais là, ça devient encore plus flagrant puisque on rentre finalement dans une forme de représentation euh, populaire dans le Parlement européen avec cette initiative. Donc c'est comme si nos peuples devenaient des régions en fait d'un super État européen. Donc ça ressemble à ça. Qui plus est, on peut signaler au passage et pour terminer qu'il y a quand même pas mal de membres éminents de la communauté européenne très influents, comme par exemple Mario Draghi, qui œuvre à 100% pour la création d'un État européen. Mais quoi qu'il en soit, c'est la finalité vers laquelle ils veulent aboutir. Alors sans rentrer dans la question géopolitique de l'instrumentalisation de l'Europe par les États-Unis et pourquoi justement ils ont tout intérêt de faire en sorte que ce soit la tête de pont géopolitique face à la Russie. Mais voilà, là on n'aurait pas le temps. Si on a trois minutes, on n'a pas le temps de développer.
Non, non, on n'a plus le temps, hélas, mais on aura le temps de refaire une émission pour la suite parce qu'il y a eu tellement de choses à dire que ça serait vraiment un grand plaisir de vous recevoir, François. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci Merci à infiniment. vous. Je voulais signaler à nos internautes de surtout rester à l'antenne parce que la soirée est très chargée ce soir. Tout de suite, après le générique, vous aurez les dernières news sur Julian Hassan qui seront suivies d'une interview de lui quand il était encore à l'ambassade équatoriane. Et ensuite, le Doc Loridan aura deux invités, un paysan en colère et un conférencier autrichien. Et le sujet sera sur la santé et l'agriculture. Et ensuite, il y aura une émission spéciale qui s'intitule Où va le monde avec la plaidoirie de la Russie et de la Chine contre Israël devant la Cour internationale. Donc, je vous souhaite à tous une très, très bonne soirée. Restez avec nous. Et François, encore merci pour cette soirée et le temps partagé. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bonsoir à tous.